Bienvenue à ce numéro de votre magazine. Nous allons faire une réflexion profonde, une lecture apprivoisée de la nouvelle guerre froide à travers ce conflit en Ukraine. Vous l'avez déjà deviné, c'est entre l'Occident et la Russie. Quelles conséquences de cette nouvelle guerre froide pour l'Afrique, notre continent, et la RDC, un pays au cœur de l'Afrique? Vous savez, sur le plan des richesses minières, sur le plan des richesses, parce qu'on dit le Congo est un scandale, mais après c'est la Russie, elle n'a rien à envier justement à d'autres puissances. Alors Freddy Mulumba nous amène une autre lecture, au-delà de ce que les yeux voient, au-delà de ce que les médias en Occident nous racontent. Freddy Mulumba, bienvenue. Salut cher ami. Vous êtes politologue, vous êtes journaliste, vous êtes également écrivain, chercheur. Dites-nous concrètement, d'abord, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle guerre froide? Les chantages que Biden va faire à la Russie en arrivant en Pologne, est-ce qu'il est sérieux? C'est une façon, c'est un message qu'on envoie au reste du monde, à la Chine. Qu'est-ce qui se trame? Je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide. Hier, il y a eu le porte-parole des ministres des Affaires étrangères de la Chine qui a demandé à l'OTAN de négocier avec la Russie pour éviter une nouvelle guerre froide. Et ce qui se passe en Russie aujourd'hui, en Ukraine, il ne faut pas seulement voir la Russie, il faut aussi voir la Chine. Pour quelles raisons la Chine? Je pense que pour comprendre cette guerre... Serait-elle visée? Oui, pour comprendre cette guerre, il y a quand même 4 éléments que je vais vous donner. Le premier élément, c'est la pensée géopolitique anglo-saxonne. Quelle est cette pensée? C'est une pensée héritée de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, pour le moment incarnée par les penseurs américains, le professeur Brzezinski, qui était le conseiller en matière de sécurité de Carter, qui avait publié un livre, Les Grands Échiquiers. Pour ces professeurs américains, ces grands stratèges, ils conseillaient aux Américains de s'occuper de ce qu'on appelle l'Eurasie. Ça signifie que vous partez d'Europe jusqu'en Asie. Donc, l'Europe, la Russie et d'autres pays asiatiques comme la Chine. Donc, dans leur pensée géopolitique, il faut éviter, sur cette masse géopolitique, qu'une puissance ou bien que plusieurs États émergent. Et ces États qui peuvent faire ombrage, qui peuvent contester la puissance américaine. Pourquoi? Parce que cette masse asiatique, c'est là où il y a la concentration, 75% des richesses du monde. Or, cuivre, gaz, vous avez tous les minéraux stratégiques se trouvent là-bas. Donc, il faut éviter qu'une puissance émerge. Or, l'Afrique n'est pas encore comptabilisée ici? L'Afrique n'est pas encore dedans. L'Afrique, c'est les banlieues de puissance. Donc, avec cette pensée américaine, incarnée par Brzezinski, après un temps, avec la mondialisation, le Brzezinski avec Henry Kissinger ont conseillé aux Américains, aux élites américaines, au lieu de faire des guerres, il faut négocier, faire des concessions. Mais les idées de Brzezinski et de Kissinger n'ont pas été écoutées. D'ailleurs, Kissinger a publié un ouvrage sur l'ordre mondial, conseillant. On ne l'a pas écouté. Mais par contre, les hommes politiques, en commençant par Trump, avec son ministre de la Défense, le secrétaire d'État de la Défense, Mattis, qui était un militaire, un général, pour eux, il faut éviter que la Chine et la Russie menacent les valeurs occidentales. Donc, la Russie devient ce qu'on appelle de puissance révisionniste, qui menace la sécurité américaine. Donc, on sent qu'il y a une opposition entre des penseurs et des hommes sur le terrain. Mais,
Deuxième élément, en dehors de ces penseurs donc, de la vision un peu géopolitique américaine ou bien anglo-saxonne, la Russie et la Chine contestent l'ordre mondial libéral installé par l'Occident et l'Amérique en tête depuis 1945. Ils disent qu'il faut revoir les systèmes internationaux où d'autres puissances, d'autres pôles peuvent émerger. Donc, ils pensent beaucoup plus ce qu'on appelle un monde multipolaire. Or, dans la vision américaine, il faut qu'ils gardent leur suprématie. D'où l'affrontement. Et notre élément, le troisième qui est beaucoup plus intéressant, c'est la ceinture une route. Donc, c'est l'initiative ceinture une route de la Chine. Donc, c'est une mondialisation à la chinoise qui remet en cause la mondialisation américaine, occidentale. Et qui risque de mettre à mal déjà le pétrodollar, la Banque mondiale. Oui, ça sont des conséquences. Donc, les institutions de Bretton Woods. Oui, ce sont des conséquences. Mais cette initiative part de la Chine. Donc, je prends un exemple un peu très précis. Vous avez les trains qui quittent la Chine jusqu'au Portugal. Donc, on passe par l'Asie, on passe par l'Europe, jusqu'en Asie, jusqu'au Portugal. Donc, ça remet en cause la pensée anglo-saxonne qui refuse, dans cet espace euro-asiatique, qui est l'émergence d'une autre puissance, ou bien des groupes de puissances. Or, la Chine et la Russie sont ensemble. Donc, ça remet en cause maintenant la suprématie américaine. Voilà, vous comprendrez pourquoi il y a la guerre en Ukraine. C'était pour casser, d'une part, remettre la Russie en cause, donc sa puissance en cause, mais aussi empêcher que l'initiative chinoise, une ceinture de route, arrive jusqu'en Europe. Donc, l'Amérique veut garder le contrôle de l'Europe, mais aussi empêcher que d'autres puissances émergent. Alors, la Russie avec la Chine, je voudrais... si il forme, la Russie avec la Chine s'y forme, elle forme vraiment un bloc. On a vu la démonstration sur le plan militaire. La Russie s'était bien préparée. La Chine aujourd'hui occupe la première place. C'est la première puissance économique mondiale. Mais qui reste très prudente, qui a par moments aussi beaucoup de réserves. Alors, est-ce qu'il n'y a pas risque d'effondrement de cette pensée géopolitique anglo-saxonne? Non, c'est déjà fait. Regardez, il y a une corrélation entre la crise économique et la guerre. On prend l'exemple. Il y a une crise économique mondiale en 1929. Ça a débouché à une guerre à partir de 1939. Donc, quand il y a une guerre, quand il y a une crise économique, pour s'en sortir, il faut qu'il y ait une guerre. C'est la logique. S'il n'y a pas de guerre, c'est la révolution. Mais pour le moment, ce qui est beaucoup mis en place, c'est la guerre. Donc, la crise de 1929 a débouché sur la guerre mondiale de 1940-45. Maintenant, on vient de connaître une autre crise. 2007-2008. Cette crise n'a pas été résolue. Donc, ce que nous voyons ici, c'est la matrice d'une troisième guerre mondiale qui s'est mise en place. Tout a été prévu. Mais malheureusement, les gens, je dirais un peu les hommes politiques dans le monde, ne veulent pas tenir compte des réalités. Donc, il faut qu'il y ait cette guerre pour relancer l'économie. Ça, c'est le système capitaliste, pardon. Et l'Amérique le sait très bien. Parce que l'économie américaine, ou bien occidentale de manière générale, dépend beaucoup plus de l'industrie militaire. Donc, quand l'industrie militaire fonctionne, quand il y a la guerre, vous pensez qu'on tue des gens, mais ce sont des affaires. L'industrie tourne, on relance l'économie à travers cette guerre-là. Maintenant, comme il y a une crise, il faut que la guerre éclate pour qu'on vende des armes. Et dernièrement, il y a quand même beaucoup de statistiques qui ont été données. Beaucoup d'États dans le monde sont beaucoup armés. Pourquoi ils sont armés? Ils ont dépensé beaucoup d'argent. L'Amérique, je pense que pour l'année prochaine, ils vont dépenser 800 milliards de dollars pour la défense. On ne finance pas pour manger, c'est pour faire des guerres. Et pourquoi faire des guerres? C'est pour sortir d'une crise économique. Donc,
Nous sommes en pleine en pleine guerre mondiale par morceaux. Ça a commencé par la Syrie. Après la Syrie, c'est parti Afghanistan. Maintenant, nous sommes en Ukraine. Qu'est-ce qui montre que demain ne sera pas l'Afrique? Donc, il faut déjà se préparer. On termine d'abord les 4 paramètres. Là, c'est très important avant de placer un mot très important sur l'Afrique et la RDC. Donc, tout est planifié. Non, tout n'est pas planifié. Ce sont, comment dirais-je... Les calculs sont chamboulés. La puissance militaire de la Russie a été, on le constate, minimisée par l'Occident, mais elle est en train de réfléchir sur ce qui arrive. Justement, la Chine n'est pas dans la logique de va-t-en guerre, la Chine apparemment. Non, la Chine, dans sa pensée géopolitique, elle n'a pas intérêt à faire des guerres. Mais dans sa pensée politique, il faut défendre ses intérêts. Surtout son intégrité territoriale, la mer de Chine. Et maintenant, quand vous regardez de plus près, les Américains, les Japonais, les Indiens, avec les pays, l'Australie, ils se sont mis ensemble pour construire une force géopolitique pour faire face à la Chine. Donc, c'est ce qu'on dit, pour endiguer la Chine. Est-ce que la Chine va l'accepter? Est-ce qu'un jour, ils ne vont pas s'affronter? C'est là où les risques d'une guerre mondiale est très élevé. Très élevé. Donc, ça commence par la Russie, parce que maintenant, on affronte la Russie. L'Amérique n'a pas intérêt à faire la guerre à la Russie. L'Amérique a intérêt, pour le moment, à faire la guerre à la Chine. Par contre, l'Europe n'a pas intérêt à faire la guerre à la Russie. L'Europe a intérêt à faire la guerre à l'islam radical, l'islamiste. Donc, ils n'ont pas les mêmes intérêts. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Un chef d'État peut décider et puis ça éclate. Donc, il faut déjà se préparer. Et c'est là que j'ai dit qu'il faut qu'en Afrique... L'Europe est en difficulté. L'Europe n'a pas de liquidité. L'Europe cherche même la liquidité. Et chez les Chinois et chez dans les monarchies du Golfe. Moi, je pense qu'ils ont besoin de pétrole, ce qui est normal parce que l'Europe dépend beaucoup plus de la Russie. Or, la Russie est accouffée avec l'Amérique. C'est l'Amérique qui protège l'Europe. On les a contraints. L'Europe n'a pas intérêt à s'occuper de la Russie. On a contraint l'Europe pour quitter. Et vous avez vu, ça sont des moindres affaires. Les Américains ont proposé aux Européens leur gaz. Donc, vous abandonnez les gaz russes, vous prenez notre gaz. Ce sont les affaires. Entre-temps, c'est les troupes de l'OTAN. Donc, quand on dit OTAN, c'est l'Amérique qui compte beaucoup plus, qui occupe l'Europe. C'est là où il y a un risque d'avoir une nouvelle guerre froide entre la Russie et l'Amérique. Et ce sera l'Europe qui va payer. Poutine, face aux sanctions qui lui sont imposées, il sait que son pays envoie 40% du gaz en Europe occidentale. Alors, s'il exige que tout soit payé en monnaie russe, quelles conséquences? Oui, on parle déjà de la fin du pétrodollar. Donc, ça aura un impact énorme sur l'économie occidentale. De toute façon, les prix ont tellement augmenté, on ne sait pas comment l'Europe va s'en sortir. Entre-temps, sur le plan monétaire, la Russie et la Chine travaillent ensemble. Le pétrole russe est vendu en Chine en roubles. Et les Chinois vendent leurs produits en yuan. Donc, c'est en dehors du circuit financier occidental. Donc, le monde va changer. Les dollars ne seraient pas encore la seule monnaie de réserve. Il peut y avoir aussi les yuan. Un véritable mur, pas physique, mais un mur économique, militaire, un mur financier avec des conséquences néfastes pour l'Afrique et pour la RDC. Dites-nous concrètement, parce que vous dites que l'Ukraine, c'est juste une sorte d'échappatoire. Oui, on sait que l'Ukraine est aussi très importante parce que c'est aussi un pays stratégique. Et pour la Russie,
et pour l'Europe occidentale. Alors, c'est la Chine qui est visée. La Chine est très présente en Afrique. Elle est même taxée de gourmande. Les Américains lui ont vendu Tengefungo Mining. Même si maintenant on cherche à ce que la Chine ne puisse plus avoir autant de carrés miniers. Dites-nous, après l'Ukraine, est-ce que ça ne sera pas l'Afrique? Il y a eu, du temps de Trump, un communiqué, donc une déclaration de monsieur, le secrétaire d'État, qui était monsieur, je pense que le conseiller spécial en matière de sécurité, Bolton. Il a dit que, selon leur vision américaine, les Chinois, la Chine et la Russie menacent les intérêts américains sur le continent africain. Ça, c'est officiel. Donc, la sécurité nationale américaine est menacée sur le continent africain par les Chinois et les Américains. Pardon, et les Russes. C'est déjà une donne. Ce qui s'est passé aux Nations Unies, ça a prouvé que, qu'on le veuille ou non, le vote qui a eu lieu, l'Afrique a tout été touchée. On était opposés. Il y a ceux qui ont voté pour les Américains, donc d'autres ont voté contre les... Les autres se sont abstenus. Mais les autres n'ont pas assisté au débat. Les hypocrites, n'étaient même pas au vote. Ce ne sont pas les hypocrites. C'est fort qu'en relation internationale, c'est question d'intérêt et de rapport de force. La Russie et l'Ukraine sont des grands producteurs du blé. Beaucoup de pays africains vivent grâce au blé russe ou bien ukrainien. Vous allez faire comment? Parce que c'est bien, vous allez voter contre. Et demain, comment les enfants vont manger? Donc les populations vont manger comment? C'est le cas du Maroc, c'est le cas de l'Algérie, donc tous les pays du Maghreb, pour la plupart, qui vivent grâce, qui utilisent le blé comme source, comme aliment de base. Mais certains pays africains, dont les dirigeants sont on peut dire, véritables valets de l'Élysée, en Afrique, on les a vus changer de Kazakh. C'est ce que j'explique, c'est question d'intérêt. Vous allez voter parce contre que la France Russie. est en difficulté. Non. Vous allez voter contre la Russie. Vous allez gagner quoi? Ça, les calculs maintenant. Vous votez pour l'Amérique, vous allez gagner quoi? Ils ont fait leurs calculs, ils ont pris une position. Moi, ce que je trouve être une position normale. Mais en dehors de cette dimension économique, des blés, d'autres produits qu'on doit vendre à l'Afrique, n'oubliez pas, quand le pétrole augmente les prix sur les marchés internationaux, ça a un grand impact chez nous ici. Est-ce qu'on s'est préparé? Aujourd'hui, on achète les litres de gasoil ou bien d'essence à 2000 francs, 2500, à 2000, 2200 à peu près. Et si demain les prix augmentent, on va faire comment? Est-ce que nos élites sont conscientes qu'il faut déjà se préparer? Parce que ça va arriver. Ce qui est arrivé en Europe, ça va nous arriver ici. Notre économie est tellement liée à l'économie européenne, qu'on le veuille ou non. Il faut déjà se préparer au pire. Ça, c'est du côté un peu économique. Mais du côté aussi, je dirais, militaire, comme géopolitique. Vous savez que sur notre continent, nous avons des bases américaines. Des bases américaines au pluriel. Oui, il y a des bases américaines, mais la plus grande base, c'est à Djibouti. Voilà. Nous avons des bases européennes. Vous avez les Français, vous avez les Allemands dans le Sahel. Nous avons des bases, une base chinoise, qui est la Corne d'Afrique, du côté de Djibouti. Et là aussi, il y a d'autres bases françaises. Il y a d'autres pays européens, arabes qui sont installés. Véritable poudrière. Non. L'Afrique est occupée. Sauf les élites africaines ne comprennent pas. La Russie est en train de prendre position. La Russie en Centrafrique et au Mali. Mais aussi au Soudan. Bientôt peut-être en Guinée, c'est pas Doumbouya, c'est quel jour il va jouer. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait que les Africains soient sages et intelligents. Faire un calcul. Savoir où sont nos intérêts. Alors, je ne vous coupe pas la parole. Nous revenons à l'ancienne guerre froide. Exact. Dont on connaît pratiquement les conséquences, avec, je ne veux pas parler de ce mur qui a été renversé, mais je reviens en Afrique. Mobutu, pendant cette période, je me souviens, Washington n'est juré que par Mobutu, qui a joué un rôle capital avec les Américains pendant la guerre froide en Afrique. Est-ce que
nous n'allons pas revivre les mêmes scénarios, des hommes forts, des dictateurs à la tête de quelques États pour pouvoir peut-être bloquer la Chine, soit bloquer la Russie sur le continent. Non, je ne pense pas parce que, vous savez, le discours de Biden, c'est quoi? Les démocraties contre les régimes autoritaires. Donc, il ne peut pas, cette fois-ci, justifier un pouvoir fort à la tête d'un pays. Par contre, ils vont travailler pour qu'il y ait la démocratie, pour montrer aux Chinois et aux Russes qu'il y a des systèmes qui peuvent fonctionner. Ils n'ont pas intérêt à avoir des dictateurs en Afrique. Mais par contre, je pense que pour notre cas, quand on regarde le passé, en 60, quand il y a eu la guerre froide entre l'Union soviétique et l'Occident, on était au cœur. On a joué le jeu pour l'Occident. On a joué le jeu de l'Occident. Oui, on a joué le jeu de l'Occident. On a fait les choix. Avec le sous-traitant européen. Je dis qu'on a fait les choix. Oui. Mais on a perdu Lumumba. Il ne faut jamais l'oublier. On a perdu Moulele. On a perdu beaucoup de chefs. On a même perdu Kabila, Mouzé. Donc, ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux pour savoir lire, pour tirer les leçons de l'histoire. Hier, c'était la Russie. Aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine qui a beaucoup d'intérêt chez nous, parce qu'il ne faut pas oublier, notre cobalt est raffiné en Chine. On peut dire à 90% en Chine. C'est là où on raffine notre cobalt. Or, la Chine et l'Amérique sont en compétition. Ça va se passer comment? C'est là où moi j'ai dit qu'il faudrait... Mais il y a quand même un contraste. Comment Marc Moran, qui avait Tengefungume Mining, pour une exploitation importante, production de cobalt, ils vendent aux Chinois, ils partent et maintenant ils rentrent. Vous avez su Madame Holman qui est venue ici, envoyée par Washington, la Maison Blanche, pour dire on doit donner chance égale. On doit donner chance égale à tout le monde sur le champ de bataille. Donc le Congo est le champ de bataille et on ne doit pas plus donner aux Chinois, on doit aussi en donner autant aux autres. Non, quel est pour vous le vrai message? Moi, je pense qu'il faut aller dans l'histoire pour comprendre pourquoi un tel discours. Le Congo a été créé comme un marché libre. Ce n'est pas comme un État. C'était comme un marché. Mais Holman, dans une interview exclusive chez Mac Hammer, en sa résidence, m'a dit il faut qu'on donne la chance égale à tous sur le champ de bataille. Donc le champ de bataille, c'est le Congo. Oh, mais il y a que les Congolais qui ne comprennent pas. Le problème est que nous ne voulons pas voir les réalités en face. Le Congo est considéré comme une entreprise, pas comme un État. Depuis 1885, c'était un marché libre. Donc si vous voulez que ça puisse aller plus loin, il faut relire cette histoire, voir les intérêts des uns et des autres et savoir définir nos propres intérêts et comment les défendre. La grande difficulté chez les Congolais, ils ne comprennent pas les enjeux. Actuellement, nous sommes au cœur. Je viens de vous parler de la Chine ici. La Chine raffine notre cobalt. C'est en Chine. La Chine est premier, donc il détient 90% des terres, comment on appelle, des terres rares, ce qu'on appelle des minéraux stratégiques. Nous détenons et le cobalt et le lithium et le coltan. Donc la Chine et le Congo sont des grands pays qui vont peser demain dans ce qu'on appelle la révolution numérique couplée de la transition énergétique. Mais ce qui est encore grave, la Chine sur le plan technologique, avec les téléphones de 5G, est en avance par rapport à l'Amérique. Donc l'Amérique n'acceptera pas que la Chine ait le contrôle du minerai au Congo. Donc nous tombons... Et la Chine, grâce aussi à nous, est en train, grâce à ce qui sort du sous-sol congolais, est en train de construire sa propre station spatiale. Non, je pense que ce serait une erreur. Hein. La Chine a presque beaucoup de minéraux. C'est l'erreur que nous faisons parce que nous sommes les seuls. Oui, la Chine et la Russie ont beaucoup de minéraux. La Chine est présente sur le continent, très présente. Mais l'Amérique aussi avait convoqué autrefois les responsables de la NASA pour pouvoir savoir pourquoi
quelles conséquences Non, je sais, découlant ou devraient découler de la construction de la station spatiale chinoise. Voilà. Que ce soit la Chine, que ce soit l'Amérique, que ce soit la Russie, ces pays travaillent pour leurs propres intérêts. La naïveté chez nous, c'est de penser qu'on est, comme je dis, on a une culture d'esclaves. Nous sommes là, nous parlons des autres, on ne parle pas de nous. Qu'est-ce que nous voulons? Je prends l'exemple aujourd'hui. La guerre éclatée en Russie. Ça a des conséquences ici. Est-ce que vous avez vu, et les hommes politiques, et les journalistes, et les intellectuels, est-ce qu'ils en parlent? Ou il y aura des conséquences néfastes. Au lieu de parler des autres, parlons d'abord de nous. Dans ces mutations, nous serons où? Qu'est-ce que nous allons faire? Quelles sont les conséquences? On n'en parle même pas. Nous, on est en train d'en parler avec vous. Certains disent, dans leurs analyses prospectives, estiment que après l'Ukraine, ce sera l'Afrique pour des guerres permanentes de ce qu'on appelle redistribution des cartes de nouvelles frontières. Quelle est votre réaction personnelle en tant que chercheur? Je pense que chaque fois, il faut maintenant faire appel à l'histoire. Quand il y a des puissances qui émergent, d'autres qui déclinent, il se crée un certain rapport de force sur le plan international ou bien mondial. Et généralement, ceux qui gagnent se partagent le monde. Ils se partagent le butin. Non, ils se partagent le monde, pas le butin. Oui. J'ai pris l'exemple de l'Empire ottoman. Quand il a perdu quand il a décliné, au moins face à l'Europe. N'oubliez pas, la Syrie, tout comme l'Irak, sont des créations des Britanniques et des Français. N'oubliez pas le nord de l'Afrique, avec l'Égypte, avec la Tunisie, avec l'Algérie, sont des créations de puissances après le déclin de l'Empire ottoman. Il faut qu'on soit conscient de cela. Mais maintenant, au lieu de se plaindre, comme on le fait ici, au lieu d'attendre des miracles, on aime beaucoup prier. C'est le moment de faire appel. Je dis ça, je m'adresse au ministre des Affaires étrangères, Son Excellence M. Lutondola. Je m'adresse à lui, qu'il convoque une grande conférence, qu'il cherche les universitaires. Nous avons des départements de relations internationales à l'UNIKIN, à l'IPEN et dans d'autres, à Lubumbashi, à Kisangani. Qu'on invite ces universitaires. Après ces universitaires, on peut aussi inviter les diplomates, les anciens diplomates qui ont vécu ailleurs, qui ont l'expérience. Qu'on invite les gens de service de renseignement. Qu'on invite les militaires et qu'il y ait un débat. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette situation où ce sont des mutations sans précédent? Vous regardez les télévisions d'ailleurs, à l'Occident, il y a des débats permanents, chaque soir ici. Orientés. Orientés ou pas pour nous conditionner ici. Non, ça c'est votre faute. Orientés ou pas, au moins les élites discutent là-bas chez eux. Ça c'est que vous voyez à la télévision. Mais il y a des think tanks qui réfléchissent, qui produisent des analyses pour le gouvernement. Mais quand vous venez en Afrique, il y a autre chose. C'est comme si nous ne sommes pas sur cette planète. C'est comme si tout marche correctement. Donc c'est un appel que je lance au ministre Christophe Lutondola. Le moment est arrivé d'appeler les élites congolaises dans plusieurs domaines qu'il y ait une discussion. Ce qui va arriver, si on ne fait rien, nous allons balayer tous. Personne ne sortira vainqueur. Parce que je vois ici, à Kinshasa, au Congo en particulier, il y a des débats de caniveaux, bien de bas étage, alors aux élections. Et si demain la guerre éclatait, faire des élections, alors aux élections. Est-ce qu'il y a un État stable? La guerre à l'Est n'est pas encore, on n'a pas réglé la question. Est-ce qu'on a fait des élections à l'Est? Donc, ce sont des questions que les intellectuels devraient discuter avec les hommes politiques pour trouver un compromis. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes l'enjeu entre la Chine, entre l'Amérique et la Russie. Quel est le comportement que nous devons adopter ou afficher? Adopter par rapport à nos intérêts. Oui, par rapport à nos intérêts et face à toutes ces puissances prédatrices. Très important. Mais en pleine guerre en Ukraine, le numéro 2 du département, donc le département au Trésor américain vient en Afrique, il passe d'abord par l'Angola
Et il passe plus d'une semaine à Kinshasa. Pratiquement une semaine. Et pendant son séjour, la nouvelle tombe. Gel des avoirs du Belge Alain Goetz et 10 entreprises liées à ce monsieur raffineur qui est à Kampala et également à Kigali. Il est raffineur de l'or illicitement commercé, l'or congolais, 90%. Et ça passe aussi par Dubaï. Non. Alors, ma question est la suivante. Oui. Opération de séduction dans ce que l'Amérique appelle lutte contre les sources de financement des groupes armés du terrorisme, ou c'est la vraie volonté maintenant pour pouvoir garder sa main sur le Congo et l'Afrique? Non, je pense que, vous savez, cette guerre qui est à l'Est, ça a été conçu et manipulé, donc financé par les hommes d'affaires américains. Il ne faut jamais l'oublier. La guerre Lafdel, ça ne vient pas d'ailleurs. Et de voir qu'aujourd'hui que l'Amérique prend une position officielle de sanctionner tous ces bandits qui pillent le Congo, qui tuent, il faut être fier, être content. Mais la question maintenant, pourquoi nous on ne le faisait pas? Pourquoi eux ils le font maintenant? Ça fait quand même beaucoup d'années. C'est parce que vous ne dites rien. Dites-moi un peu, ça fait 10 millions de morts. La guerre à l'Est, combien d'hommes politiques congolais parlent? Et vous voyez un Américain qui vient parler à votre place, ça signifie que nous, on a démissionné. Et pourquoi il hausse les tons en Ukraine et Biden va se pointer en Pologne, il menace. Pourquoi ils sont très actifs? Alors qu'ils ont tué en Irak, ils ont tué en Syrie, en Afghanistan, ils ont même laissé la place à la Russie. Et aujourd'hui, ils viennent ici. Pourquoi ils sont très actifs? N'entrez pas. Non, mais il faut qu'on pose les questions. Non, ça c'est des émotions. Oui, je vous dis que les Américains sont là pour leurs intérêts. Il faut retenir ça. Ils sont pas dans une mais on ne doit pas se réjouir. Quand ils prennent des décisions, c'est parce que nous sommes incapables. Pourquoi incapables. prend se réjouir? J'ai dit que nous sommes incapables. Je te prends l'exemple. Ça fait 10 millions de morts. Tu as entendu le Congo demander un tribunal national contre les résidents, contre les Congolais? Rien du tout. Il y a un problème, nous sommes complices. De voir que les Américains viennent par notre place, il y a un problème. Un deuxième élément qu'il faut ajouter. On vient de dire ici que le pétrole-dollar sera en difficulté. Donc la plupart des hommes d'affaires, ou bien la seule monnaie qui est une monnaie de réserve sûre, c'est l'or. Il faut contrôler cet or-là. Parce que l'or était pillé. Ça passait par l'Ouganda par Kigali, oui. Les Émirats Arabes Unis. Effectivement. Et la Suisse, c'est la destination finale. Mais ce qui est bon maintenant, que les Américains ont pris une décision de sanctionner. Nous allons faire quoi? Mettons de l'ordre dans la maison. Mettons de l'ordre dans la maison, ça signifie qu'il faut une justice rigoureuse. Tout le monde qui vole l'argent de l'État est en prison. Mais là, il faut aussi nettoyer la classe politique. Vous avez une classe politique qui ne voit pas plus loin. Une classe politique qui voit en termes de postes pour manger, dormir. Mais si on avait une classe politique qui pense en termes de laisser nous dans l'histoire, c'est autre chose. Donc c'est à nous maintenant de changer cette classe politique, de nettoyer. Les Américains peuvent prendre des décisions, c'est pour leurs propres intérêts. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos propres intérêts? C'est la question de fond. Donc, que les Américains prennent des décisions. Il faut quand même se régir parce que c'est le seul. Quel pays a pris la décision pour nous? Aucun. Freddy Mulumba, je vous remercie. En résumé, vous venez de nous mettre la puce à l'oreille et surtout, nous, l'élite et les dirigeants politiques, les décideurs à tous les niveaux. Oui, je voudrais vous appeler parce que vous parlez des Américains. J'étais à Washington au département d'État, on était parti en formation. On a discuté avec une dame qui était ici, Catherine, qui était à l'ambassade en 2000. Elle m'a tiré de côté. Il m'a dit ceci: nous sommes inquiets pour votre propre pays. On ne voit pas les élites merger. Donc ça fait combien d'années? C'était en 2013. Ça fait à peu près 9 ans, 10 ans. La question n'est pas résolue. Mais eux-mêmes, d'abord, ils sont contents de ça. Ils sont omniprésents ici. Vous connaissez à travers quel canot? Ils n'ont pas les soucis pour nous. Non, ils n'ont aucun souci. Nous devons changer. Alors qu'ils ne disent pas qu'elle est inquiète. Écoutez, nous devons changer. J'ai dit que
L'Amérique est là pour ses intérêts. Ils ont besoin des manipulateurs. Non, non. Des gens faciles à manipuler écoutez. pour pouvoir asseoir leur domination. Nous sommes très faibles. Nous sommes très faibles. Les Américains, ou bien tout le monde, les autres Américains occidentaux, ils disent, si nous ne le faisons pas, les autres le feront. Si aujourd'hui les Américains ne peuvent pas le faire, ceux qui pillent ici, qui volent, vous avez des Libanais, ce ne sont pas les Américains. Vous avez des Indiens. Donc c'est nous le problème. Nous sommes très faibles. Parce que si les Américains ne le font pas, les autres vont le faire. Donc c'est nous le problème. Réglons le problème entre nous. Mettons des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Vous allez voir que ce pays va changer. Voilà. Dans une approche prospective, Freddy Mulumba est en train de redouter des conséquences pour l'Afrique et pour le Congo de cette nouvelle guerre froide. Alors, réveillons-nous, Thomas Tissanivo, dans la réflexion. Merci beaucoup. Je vous en prie. Freddy Mulumba, Ali, penseur, journaliste, écrivain, politologue et également chercheur. Merci. Nous continuons la réflexion. À très bientôt pour une autre réflexion.